Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 18e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne recevait les Canaries, les Cuicuis. Et résultat, comme à l'aller, se termine par un match nul, un but partout. C'était dimanche après-midi. Voilà, on va longuement revenir sur ce match, évidemment, dans cette émission. Préparez vos mouchoirs. En tout cas, en tenue de soirée, les acteurs de cette émission ne sont autres que des valseuses. Oui, clin d'œil à Bertrand Blier qui nous a quittés aujourd'hui. Il fallait, parce qu'on n'est pas que fan de foot. On a aussi un petit peu de culture cinématographique. Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde. Et bien sûr Eric, salut à toi Eric. Un clin d'œil pour Patrick Devers, bien sûr. Salut à tous. Et ouais, quand on nous fait pas chier, on se contente de joie simple avec ce match nul entre Saint-Etienne et Nantes. Donc on va revenir dessus. Une page altiligérienne, il y aura une page agenda, les coups de cœur, les coups de tête. On verra aussi les verres à moitié vides et verres à moitié pleins lors de cette journée. Mais on va tout de suite commencer par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la réception du FC Nantes, Eric Orneland a reconduit à 2 exceptions près le 11 qui avait démarré la dernière rencontre au Parc des Princes. Devant le capitaine Larsonneur, une défense inchangée, avec donc de gauche à droite Petro, Nadé, Batoubinsika et Apia. Au milieu de terrain, en l'absence de dernière minute d'Ekwa, retour de Fomba aux côtés de Mouton et Bouchouari. Et en position offensive, à gauche, Davitashvili, au centre Stassin et à droite, première titularisation de Nguessan, âgé de seulement 16 ans. Le début de partie est rythmé, ce sont les Canaries qui se procurent la première occasion par leur meilleur buteur Ablin. Il profite d'une tergiversation de Nadé pour défier Larsonneur, mais son crochet est stoppé du pied par le portier forésien. Après une seconde alerte sur un centre adressé de la gauche, les visiteurs ouvrent le score suite à une nouvelle erreur individuelle. Apia manque son dégagement de la tête, contré par Simon qui file au but et fait mouche d'une puissante frappe du gauche. Mené au bout d'un quart d'heure, l'ASS monopolise le ballon jusqu'à la pause, mais ne cadre pas le moindre tir et reste à la merci des contres adverses. Dès le retour des vestiaires, elle a la possibilité d'égaliser par Nguessan, idéalement servi par Fomba, mais l'international U17 ouvre trop son pied et manque ainsi la cible. Après un centre-tir de Kozza, claqué en corner par Larsonneur, le coach des Verts injecte du sang neuf, en faisant notamment entrer Boakier, double buteur face au Stade de Reims à la place de Nguessan. Peu en vue jusque-là, Davitashvili arme une volée du gauche détournée par Castelletto, puis du droit, mais ne parvient à trouver le cadre. Ses partenaires campent dans le camp nantais et voient leurs efforts récompensés dans les ultimes minutes. Servi entre les lignes par l'entrant Tardieu, Boakier décoche de loin un missile qui transperce les filets de Lopez, chahuté comme il se doit, pour son retour à Geoffroy Guichard. La fin de rencontre est à sens unique et pourtant, dans le temps additionnel, les Nantais sont proches de rafler la mise sur un corner de Thomas. Gébamin profite de l'attentisme de Larsonneur pour placer une tête de peu au-dessus. On en reste sur ce score de parité. Si ce deuxième match nul de la saison face au même adversaire ne fait pas leurs affaires, les Stéphanois ont au moins sauvé les meubles. Freinés à domicile par leurs concurrents directs, ils conservent leur position de barragistes avant 2 déplacements consécutifs à Auxerre et Lille. Merci Eric, c'est fut très précis. On a assisté à un match plaisant en tout cas à Geoffroy Guichard parce que les Stéphanois avaient le ballon, ils ont tenté bien que mal, mais ils ont réussi à revenir au score comme tu viens de nous le dire Eric. Et oui, c'est un moindre mal, donc on récupère au moins 1 point alors qu'on visait plutôt les 3 points. Et oui, c'est un adversaire direct, donc comme tu l'as dit, on visait mieux, on visait plus. En tout cas, on avait l'espoir avec la nouvelle dynamique enclenchée avec le nouveau coach. Donc voilà, je voulais commencer en vous demandant, parce que pendant 88 minutes, même un peu plus, on a vu un jeu stéphanois difficile. Mais peut-être il y a des raisons à cela, mais je voulais vous demander, est-ce qu'on peut dire que la SSE est retombée dans ses travers? Est-ce qu'on a revu une AS Saint-Etienne qui bafouille son football comme on a pu le voir il y a quelques matchs? Non, parce que ça vient aussi du schéma de l'adversaire. Avec un bloc bas, c'est jamais simple. Et c'est sûr qu'on a passé notre temps à tergiverser
de gauche à droite, faire énormément de passes entre nous. Mais le seul regret, c'est de ne pas avoir assez tenté à la fois les frappes et à la fois les centres. Parce qu'il y a des fois, on arrivait à décaler les ailiers ou les défenseurs qui jouaient le rôle d'ailier. Et on n'adressait pas de centre, ça m'énervait. Mais effectivement, il fallait, et le salut revient à une frappe de loin. Hein, comme quoi, il faut tenter des fois. Le souci, c'est qu'ils n'ont jamais, à l'approche de la surface de réparation, tenté le geste qu'il faut, quoi. Pour moi, c'est ça. Ouais, moi je parlais de coup de froid dans le chaudron. On a eu une position de balle comme jamais. Hein. À un moment donné, on disait jusqu'à 78%. Je crois que c'est du jamais vu en termes de statistiques depuis 2006. On a recensé 700 passes. C'est incroyable. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on avait avec Olivier Dalloglio. Où je rappelle que pour la réception de la Lanterne Rouge Montpelliéraine, c'est les chiffres exactement inversés. Donc là, oui, on était longtemps mené au score. Et puis on a eu une position de balle totalement stérile. Hein. Comme je disais tout à l'heure dans le résumé, on n'a pas cadré un seul tir en première période. On s'est heurté à un bloc bas. Les Nantais, ils ont mis le bus. Hein. Et le fait d'ouvrir le score rapidement, ça nous a mis en difficulté parce qu'après, on n'a pas su trouver les solutions. On n'a pas réussi à trouver les partenaires dans l'intervalle. Donc voilà, on s'est vraiment heurté à un schéma qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, puisque les deux premiers matchs d'Orneland, on a affronté des équipes qui jouaient au ballon, que ce soit Reims ou le Paris Saint-Germain. Et ce sera le cas de nos prochains adversaires aussi. Ça, c'est aussi intéressant à noter. Donc là, pour la première fois, on était confronté à une difficulté à laquelle on n'avait pas l'habitude de se heurter, puis on n'a pas trouvé les solutions, et la solution est venue effectivement d'un tir de loin de Boaquier. Sans ça, on en aurait beaucoup de mal à égaliser, puisqu'on s'est procuré une seule occasion dans la partie, signé Nguessan. Oui, il y a eu une frappe quand même de Stassin qui est contrée par les fesses d'un défenseur adverse. Hein. Voilà. Moi, je la compte comme cadrée, parce que pour moi, ça partait cadré. Mais c'est vrai que ça fait très très peu de frappes au but. Pour gagner un match, ça devient compliqué. Après, on a senti plus en fin de seconde période, il les bougeait plus. Alors peut-être qu'aussi l'équipe de Nantes était un petit peu épuisée, mais il y avait plus d'opportunités pour les Verts, il me semble. Oui, plus la partie a avancé, plus on a vu ces Nantais un peu sur la jante, parce qu'ils avaient joué en Coupe de France 3 jours avant. Donc ceci explique cela, mais enfin ceci explique pas tous les temps morts et les pertes de temps, le fait de jouer la montre sans arrêt dès la 30e minute. On a vu des comportements assez quand même normalement à réprimander par l'arbitre. L'arbitre qui n'a accordé qu'une minute de temps additionnel, c'est incroyable. Et 5 minutes à la fin, alors qu'il y avait beaucoup plus avec tous les blessés, justement, tous ces joueurs qui s'écroulaient par terre à tous les coins du terrain. Bref, on en parlera peut-être plus tard. Je voulais vous demander, parce que quand même, ok, il y a un adversaire, mais il y a aussi une équipe stéphanoise qui a pas peut-être tout fait, tout bien réussi. Et est-ce que justement le projet de jeu, il est pas un peu ruiné par les erreurs individuelles, notamment celle de Apia? Comme à Paris d'ailleurs, où c'est Nadé, non, c'est qui a fait une erreur à Paris sur le premier but. Enfin bref, il y a des erreurs individuelles qui viennent finalement gâcher un jeu assez audacieux, plein d'initiatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, mais bon, tu encaisses le pion, mais quoi qu'il en soit, il faut que tu arrives à marquer et là, on a bien vu qu'on était mis en difficulté face à ce bloc bas nantais. Donc oui, après, il fallait revenir au score une fois qu'on était mené, mais ça aurait été à 0-0, ça aurait été, je pense, la même chose. Hein, Comboiré, ce qu'il veut, tu l'avais dit la semaine dernière, c'est mettre le bus devant et fonctionner en contre-attaque. Alors, effectivement, l'erreur d'Apia, c'est une offrande pour eux puisqu'ils mènent au score. Mais je pense qu'on aurait été à 0-0, ça aurait été le même schéma et on aurait eu la même difficulté à se créer des occasions. Après, on paye cher les erreurs individuelles, je suis d'accord. Première erreur individuelle, celle de Nadé, hein, qui donne la première occasion, le face-à-face Ablin Larsonneur. Et puis après, l'ancien Canari, hein, Apia, qui fait cette mauvaise relance de la tête et qui profite à Simon sous l'ouverture du score. Donc oui, c'est vrai qu'on paye cher ces erreurs depuis le début de saison. De nouveau, le problème vient des latéraux. Hein, donc on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'il y a une solution qui va se dessiner rapidement avec l'arrivée d'un latéral. Mais bon là, force est de constater qu'Apia, qui avait été en difficulté au Parc des Princes, mais il avait quand même d'autres clients, là a de nouveau été en difficulté. Et puis Petro, même chose, hein, j'ai trouvé. Ouais.
Le seul joueur qui m'a convaincu derrière, moi, c'était Batou Binsika. Ouais, parce que c'est vrai que autant j'aime bien Nadé, autant ce match-là, c'est peut-être vite à oublier parce qu'il a fait quelques cagades quand même. Exactement. Alors, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le problème des centres et des ailes même, parce qu'on a vu des ailes un petit peu désertées. On avait déjà remarqué que notre ami Orneland, il jouait avec 3 attaquants, mais avec dont les 2 ailiers sont pas vraiment des ailiers. Il joue très dans le demi-espace. Pour laisser justement les latéraux monter et puis même faire le pressing plutôt sur les 2 centraux adverses. En tout cas, on n'a pas vu de centre et autour de moi dans le stade, j'ai eu les mêmes genres de réflexions, beaucoup plus vertement exprimées. Virulent, c'est ça? Ouais, très virulentes vis-à-vis. Oui, non mais je crois que, enfin, on va avoir affaire à. Il va falloir s'y faire parce que le jeu prôné par Orneland, qui est un jeu moderne, et si tu regardes certaines équipes, il y a pratiquement plus de centre parce qu'en fait, il veut pas. Je vous dis ce que j'en pense. Après, vous me direz votre idée et peut-être que vous aurez raison, mais il veut pas perdre la balle quand il l'a pas décidé, en fait, dans des zones où il l'a pas décidé. Il veut que les pertes de balles, elles soient propices à un contre-pressing, et un centre, c'est trop dangereux, c'est trop aléatoire, c'est propice à une transition adverse, et donc il veut pas. Mais tu regardes toutes les équipes de possession, bon, bien sûr, Manchester City, ils sont en position de centrer, mais ils vont jamais centrer, ils préfèrent revenir, trouver une autre solution. C'est chiant à voir, mais c'est le foot moderne de possession qui veut ça, malheureusement. Alors c'est après, oui, c'est maîtriser tout, vouloir maîtriser exactement toutes les phases de jeu, ne pas perdre la balle quand tu l'as pas à des endroits où t'as pas décidé. Donc malheureusement, il va falloir s'y faire. Et moi je suis assez d'accord avec ça parce que les centres à l'ancienne, à la Vairua, tu sais, à la Auxerroise, voilà, c'était une façon de jouer qui aujourd'hui, avec la maîtrise défensive qu'a Palois par exemple, il attendait que ça et on le voyait très bien. Allez-y, centrez, hein, moi il n'y a pas de problème, on est placé, hein, on fera ce qu'il faut. Ils attendaient que ça, une équipe qui se met à centrer, eux ils vont se régaler dans l'axe. Ouais, mais regarde le but du PSG contre nous la semaine précédente, ça vient d'un centre, la main de Pedro. C'est souvent. C'est souvent, il faut centre, il est déjà dans les 18, hein. Oui, mais ça vient bien du côté et tu centres. Moi, s'il y a plus de centre, c'est sûr que je vais être triste de regarder les matchs de foot, hein. Il me faut des centres à la fois au niveau du poteau de corner, il faut des centres dans la surface de réparation, des centres en retrait. Le centre en retrait, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Centre en retrait. Donc, il faut évidemment des centres. Non, mais il faut pas confondre. Laisse-moi terminer. Les centres, c'est le principe qu'on utilise l'espace du rectangle vert jusqu'au bout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut organiser ton équipe pour occuper l'espace dans la moitié terrain de l'adversaire et lui poser des soucis. Donc, tu es obligé d'écarter souvent pour trouver des solutions. Alors, bien sûr, après, tu peux te rapprocher des buts et centrer beaucoup plus proche. Mais il faut évidemment des centres qui viennent de nulle part. Et il faut qu'il y ait un déséquilibre. Ça, j'en démordrai pas. C'est la base du football de passer par les centres. Après, de qui peuvent venir les centres sur la compo qu'on avait? Alors, Apia, il a essayé pour une fois d'apporter offensivement, mais c'est pas lui qui a centré. Offensivement, on avait donc N'Guessan pour la première fois. Il faut savoir que c'est un joueur axial. Donc là, il était gêné et souvent, il revenait vers Stassin, qui lui reprochait d'ailleurs. C'est des axiaux. David Tachvili, je trouve qu'il portait pas mal le ballon et puis il peut être assez personnel, hein, ce joueur. On l'a peu vu durant la partie, donc à part les 2 occasions, les 2 volets que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc après, on sait que les latéraux ne vont pas apporter non plus. Donc je vois pas qui peut centrer, apporter des ballons à Stassin. Il y avait qui n'a pas été servi non plus. Et Cafaro qui était sur le banc. C'est le seul ailier. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais pourquoi il l'a pas mis? Après, si tu me dis... Il l'a pas mis parce qu'il centre trop. Voilà. Parce que, en fin de compte, ça correspond pas à sa vision du football au Norvégien. C'est ça, hein? Oui, je pense. Je sais pas, on peut se poser la question Cafaro, quand même, c'est très surprenant. Il y a un déclassement concernant ce joueur qui avait démarré le match contre Reims, le premier d'Ordeland. Il est sorti à un quart de la fin, remplacé par Mouefek. Au parc, il sort à la mi-temps. C'est quand même un sacré désaveu. Et depuis la sortie au parc, on l'a plus revu. Donc là, non seulement il n'était pas titulaire, mais il n'est pas entré en jeu. Ça aussi, c'était très surprenant quand même. On voyait tous les joueurs s'échauffer et lui, il rentre pas.
Donc je pense qu'il y a peut-être un problème d'investissement de sa part à l'entraînement. Donc c'est peut-être pas forcément bon signe. Mais on peut revenir sur cette ligne d'attaque qui est quand même surprenante, puisque tu as quand même Boitier sur le banc, tu as Cafaro, et résultat, ces deux-là ne jouent pas l'entame de match, quoi. Et comme tu l'as précisé, c'est plus des centraux, et il ne faut pas compter sur Mouton ou pour Bouchoirie pour le servir des centres, quoi. Donc moi, face à un bloc défensif, il faut que tu passes par les centres, c'est évident. Les centres vont t'amener des situations offensives. Et on a bien vu que c'était la lacune des Verts sur cette rencontre, c'est qu'on a été trop stérile et on s'est créé trop peu d'occasions. Et pour moi, ça s'explique aussi le fait d'hésiter, parce qu'à un moment donné, ils hésitent, ils arrivent à déborder, ils ne centrent pas. Non, là, je suis d'accord avec toi. Sur un centre, tu peux créer... Je suis d'accord avec toi, mais lorsqu'il y a une situation de déséquilibre, parce que si la défense, comme là, elle est jamais déséquilibrée, elle attend. Et en fait, toi... T'es collé là-bas à la ligne et il faut que tu fasses 60 mètres de course rapide pour venir défendre. Non, parce que ça, c'est la situation après. Mais elle est importante, la situation d'après. Si tu centres, à un moment donné, il y avait Apia, tu avais 4 joueurs verts dans la surface de réparation. Ils attendent. Mais les Nantais aussi, ils attendent. Oui, mais 4 contre 4, ça se tente. Oui, au foot, ça se tente. Non, en défense. Maintenant, enfin... si tu me dis que non... il faut qu'il y ait un déséquilibre. Non, mais ça dépend. Avec cette façon de jouer, non, ça se tente pas. Parce que... Mais si, ça se tente, c'est du foot. Et non, parce que ils attendent que ça, encore une fois, les défenseurs. Ils vont arriver avant tout le monde n'est pas irréprochable comme défenseur. Même les Parisiens, la fois précédente où on les a joués, regarde, défensivement, ils ont des lacunes. Ça soit pour le dégagement, ça soit pour reprendre soit de la tête. Il peut tout arriver dans une surface de réparation. Mais tu fais confiance à la chance presque. Tu balances. La chance fait partie du jeu, mais bon, évidemment. Tu peux pas compter que sur la chance quand même. Oui, mais il faut tenter, il faut oser. Surtout quand tu tires pas au but pendant 45 minutes. Moi, je trouve ça encore plus audacieux d'aller faire le pressing, tu vois, je trouve plus courageux que simplement envoyer un centre. Envoyer un centre, c'est facile, quoi, j'allais dire. C'est le foot des années 80. Limite, depuis Auxerre, c'est vrai qu'avec ses ailiers, Giroud, ça marchait. Mais depuis, il y a plus beaucoup d'équipes qui jouent comme ça, tu vois. Vraiment, avec des ailiers purs qui vont déborder, centrer à la Cocard et Bayrua, je me rappelle. Cocard, il plantait les pions. Ouais, il était peut-être plus axial, mais bon. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ils avaient un bon avant-centre. Stassin, il est encore un peu, pour faire ce type de jeu. Est-ce qu'on a les joueurs pour ? Et en tout cas, sur l'entame de cette rencontre, on n'avait pas les joueurs pour. Ouais. Alors, en tout cas, on a ce jeu de possession, puisque tu l'as dit, Eric, on a battu encore un record de passes, un record de même Tardieu qui a joué très peu finalement, il a énormément de passes. Ouais, j'ai trouvé une belle rentrée de la part de Tardieu. Il n'y a que le premier ballon qu'il négocie mal, c'est une transmission qui finit en sortie. Mais alors, pour dire qu'il a jamais joué, il a fait une rentrée, et pareil pour Fomba. Fomba a fait son match et il a failli donner une balle de but à Nguessan. On l'attendait pas, franchement. Il a donné une balle de but. Oui, il a donné une balle de but. Ça n'a pas été transformé, c'est tout. Alors avant de passer aux joueurs vraiment au verre à moitié plein, moitié vide, je voulais aussi vous parler de ce but quand même et de ce joueur de Boaké. Donc moi il m'a étonné parce que je l'attendais pas du tout à pareille fête. Mais depuis toutes ces apparitions, autant Davitashvili il crève l'écran quand il prend la balle, tout ça, autant lui je l'ai trouvé plutôt sur avec le frein, et il est en train de me faire mentir parce que franchement, vous aussi, ce joueur, qu'est-ce qui vous inspire maintenant qu'il a marqué déjà 3 buts? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai assisté à tous les matchs de préparation et parmi les recrues, c'était vraiment une énigme. Par rapport à un joueur comme Benol, on sentait qu'il y avait du potentiel. Malheureusement, il est blessé depuis. Mais c'est vrai que Boaké, franchement, il y avait quelques phases de jeu où on voyait qu'il pouvait être intéressant, qu'il pouvait apporter offensivement des débordements. Techniquement, c'était plutôt propre, mais il n'arrivait pas à faire la différence. C'était pas du tout décisif. Et là, première de Horneland, ça correspond à un doublé. C'était vraiment qui aurait misé sur un doublé de Boaké avec un deuxième but magnifique. Et là, une nouvelle fois, c'est lui qui fait la décision sur une frappe de loin sublime. Donc, il prend sa chance, décalé par Tardieu, qui donne le ballon entre les lignes. Donc, vraiment, c'est surprenant et tant mieux de pouvoir compter sur cette arme offensive supplémentaire.
Ouais, dans la première partie de saison, effectivement, les fois où il était parmi le 11 de départ, ou quand il rentrait, il faisait pas vraiment la différence. Moi, je reprochais en fin de compte qu'il avait du mal justement à déborder. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est à droit des deux pieds. Hein, on a vu là c'est le pied gauche, les dernières fois c'était pied droit. Non, il peut faire la différence. Moi aussi, il m'a bluffé et son entrée a posé énormément de soucis à la défense nantaise. Ça s'est tout de suite vu. Et surtout, j'ai beaucoup aimé, une fois qu'il est rentré, cette complémentarité entre Bouchoirie et Boaquier qui se trouvait facilement, contrairement à l'autre flanc gauche où Mouton avait beaucoup plus de soucis à trouver Nguessan. Tous les deux, c'était pas vraiment ça. Hein. Il y a eu très peu de 1-2, de lien entre ces deux joueurs, alors que Bouchoirie-Boaquier, mais tout de suite quand il est rentré, on a vu que ça fonctionnait et tant mieux, quoi. Tant mieux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un petit air avec le petit poulet d'Abidjan, Gradel? Là, ça serait un petit poulet du Ghana. Alors un air pas dans son jeu, mais physiquement. Pas dans les crochets. Hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. S'il pouvait faire la même carrière, ce serait exceptionnel pour ce joueur qui donne raison aux data, quelque part. Parce que dans le lot, c'était un petit peu la déception. Finalement, et ça marche. Alors... la plus grosse déception, c'est peut-être, on va venir aux joueurs, hein, c'est peut-être Cornu, parce que quand il est rentré, je l'ai trouvé encore une fois, mais fantomatique, même techniquement, c'est difficile. Il a pas joué longtemps quand même. Non, mais heureusement. Il est rentré à la 88e. Ouais, oui, non, mais bon, c'est même pas eu qu'il est rentré. C'est le money time. C'est le money time. Donc, passons au jeu et aux joueurs. Les verres à moitié vides. Avant de... Peut-être, passons un titre musical, Marco, merci. Ouais, dans l'émission Un coup de tête, c'est l'émission Rock and Foot. Là, ça va envoyer du lourd, c'est les Nantais d'Ultra Vomit avec le coq à la coco. Le coq Ultra Vomit sur leur dernier album, donc ce groupe nantais. Alors oui, c'est péchu. Voilà, c'est un peu drôle. Fallait que je le passe. Je l'avais déjà pour le match aller, je l'avais gardé. Donc je vous le passe pour ce match retour. Donc le match retour est comme le match aller. Donc ça se termine par un match nul. Retour donc sur l'analyse de cette rencontre. Avec les verres à moitié vides pour commencer, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont déçus sur cette rencontre? Ah oui. Les défenseurs principalement, les latéraux. Donc Apia, Petro et puis Nadé, qui pour une fois est passé au travers, même s'il essayait de rattraper un peu le coup grâce à son physique, mais ça n'a pas toujours suffi malheureusement. Offensivement, Davitashvili, je trouve qu'il était peu en vue. Après, moi les trois. Hein. Nguessan, il a paru léger, manquait le but d'égalisation. Après, c'est aussi sévère de le mettre dans les flops pour sa première titularisation à un poste qui n'est pas le sien. Oui, et puis tu le titularises alors que tu as Boaquier et finalement Boaquier tu le fais rentrer à la fin. Bon là ça nous a souri, mais si tu mets Boaquier au début, est-ce que c'est pas un autre match? Donc voilà, moi les trois devant, je les ai pas trouvés extraordinaires, loin de là. Hein. Davitashvili, Stassin, Nguessan, ils m'ont pas trop convaincu. Hein. Et puis les deux latéraux où là c'est criant, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Après le match de Paris, on l'a dit. Là une fois de plus, on voit qu'on est quand même très léger sur ces latéraux. Olivier, toi? De mon côté, je vous trouve un peu dur avec Nguessan. Le pauvre, c'est son premier match. Mais par contre, j'ai
J'ai du mal, ouais, avec nos défenseurs latéraux, toujours. Et puis, mais même la défense axiale aussi, hein. Je trouve que s'il y a vraiment un poste à... En plus, on voit vachement la technique là, parce que c'est eux qui finalement faisaient tout le jeu. Et que ce soit Apia, Petro, Nadé, Batou, Binsika, ils n'ont pas pu vraiment créer. Non, mais tu vois, ils peuvent faire des passes pour casser une ligne. Et j'ai pas trouvé, oui, mais offensivement, parce que. Non, offensivement surtout. J'ai trouvé qu'il y avait eu un peu du mal, voilà, pour les déceptions. Du côté des réussites. Boakier, bien sûr, dans l'entrée en jeu, a été décisif avec un magnifique but. Après, moi derrière, je dis, le seul joueur à mes yeux, le défenseur le plus fiable, ça a été Batou Binsika. Bouchouari a touché beaucoup de ballons, encore une fois, au milieu de terrain, énormément. Et puis Fomba, je n'attendais pas forcément. Il a fait son match, j'ai trouvé. C'était la surprise de le voir titulariser. Parce qu'il n'a pas du tout eu de temps de jeu. La dernière fois qu'il avait été titulaire, c'était une catastrophe. C'était à Brest en début de saison, rendez-vous compte. Et puis même un joueur, par exemple, qui rentre régulièrement comme Amougou. Donc on pensait qu'il aurait été préféré à Fomba. Non, il a fait ce pari-là. Et puis il a fait son match, j'ai trouvé. Ouais, Fomba et Bouchouari. Et je vais rajouter l'Arseneur. L'Arseneur, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est le face-à-face qui remporte d'entrée face à Ablin. Après... si, il fait une claquette à première mi-temps aussi. Non, après, sur le but, il est bombardé, mais je ne sais pas si vous voyez bien les images, il met le genou à terre. C'est assez surprenant quand même. Donc, et après, la sortie en fin de match, dans le temps additionnel, sur corner, il ne sort pas. Le joueur nantais met la tête. T'as raison, c'est vrai, ça je l'avais oublié celle-ci. Et il a pris un deuxième carton jaune, donc attention, il est sous le cul d'une suspension. S'il prend un troisième, ça on peut en reparler du carton jaune. Il va à juste titre se plaindre de l'arbitre, et l'arbitre se retourne vers lui, il lui met un jaune. Et il y va parce qu'il a le brassard de capitaine. Si c'est un joueur de champ, je pense pas qu'on met un jaune à l'Arseneur. Normalement, justement, tu as le droit quand tu viens parler au nom de l'équipe. Oui, tout à fait. Et en plus, le carton jaune qui réclamait pour l'adversaire, il était mérité. Tu revois les images, moi à l'écran, il touche jamais le ballon, il fait mal. Et finalement, on prend des jaunes. L'Arseneur prend un jaune. Et qui c'est qui prend un autre jaune Batou Binsika. Ouais, Batou prend un jaune sur une action où les deux joueurs essayent de jouer le ballon et en fin de compte, l'autre il simule et résultat, il reprend un jaune. Donc là-dessus, on n'est vraiment pas aidé. Depuis le début de saison, on est quand même la deuxième équipe après Montpellier à être quand même les plus sanctionnés d'un point de vue carton. Ouais, je voudrais revenir juste sur 2 ou 3 joueurs. Fomba, c'est vrai qu'il a eu du mal à rentrer dans son match, mais après quand il a trouvé son rythme, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé qu'il était plutôt... le costume n'était pas trop grand pour lui, malgré... Il a avec ses jambes toutes maigres, c'est vrai qu'il est pas... Tu te dis comment il va faire, mais en fait il s'en sort, il y arrive avec ses grands compas là, un peu à la Matuidi, et physiquement il a l'air d'être affûté quand même, parce qu'il a tenu une bonne partie du match. Et en plus c'est pas les mêmes qualités, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce poste là d'un peu régista dans ce milieu à 3, les qualités sont différentes. Je pense pas que tu puisses mettre un autre joueur, enfin en tout cas un autre joueur. Alors faudra bien parce que quand ils seront pas là, mais je trouve qu'il a les qualités. Qu'en pensez-vous ? Ils seront pas là déjà dans 3 jours. Faut pas oublier que Bouchouari et Mouton sont suspendus, donc c'est plutôt intéressant d'avoir vu Fomba. Après, quand tu parles de Regista, pour moi c'est plus Tardieu qui est dans ce rôle-là. Là, il l'a préféré Fomba. Oui. Et il a été plus offensif. Peut-être c'était pour maîtriser un peu les attaques adverses. Voilà. Pour Fomba, voilà ce que je voulais dire. Et puis pour N'Guessan, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous rappelez, à Wagner Diaz, le Cap-Verdien. Il était très jeune, il avait eu une occasion comme ça, il avait trouvé le poteau. En plus, c'était un moment où il était en train de renégocier son contrat. Et puis finalement, c'est fou de se dire que, j'espère que ce ne sera pas le cas pour N'Guessan, mais que
ta vie peut changer en l'espace de 3 secondes sur une occasion comme ça de football. Ta vie de footballeur, hein. Pas ta vie, mais ta vie de footballeur peut changer sur une occasion dans un match comme ça. Parce que je me rappelle ce Wagner Diaz. Tu vois l'action de Wagner Diaz? Il trouve le poteau, là, il était. Et après, ils l'ont pas gardé. Maintenant, je sais pas où il est. Bref, il y a Kenny Rocha Santos aussi avec lui, et pareil. Et là, il marque le but, le Nguessan, là, il est titulaire au prochain match, on sait jamais. Tu vois, il peut peut-être enclencher une bonne plusieurs matchs comme ça et signer un contrat en or, quoi. Titulaire à 16 ans, c'est quand même assez incroyable. Hein. Démarrer dans ces conditions-là. Donc, contrat, il vient de signer un contrat professionnel de 3 ans. Donc, c'est une valeur sûre de la SS. L'an passé, il a mis plus de 20 buts en 20 rencontres, rendez-vous compte. En U17, c'est pareil, il a plus de buts que de sélection. Il a une sélection U16 et U17, donc c'est une vraie valeur sûre, ce garçon-là. Je l'ai vu jouer plusieurs fois en réserve, mais c'est vrai qu'il joue en position axiale. Donc là, il a débuté sur le côté, comme l'a demandé le coach. Après, oui, cette occasion, effectivement, qui peut changer la donne. 16 ans, et en face de lui, il avait Palois qui avait le double de son âge, quand même. Ça aurait pu être son grand-père. Non, mais par contre, Stassin, je sais pas si vous avez vu des tribunes, on voit des choses qu'on voit pas à la télé. J'ai bien aimé la façon qu'il a de jouer avec les autres, justement, à écarter sur les côtés. Il se sacrifie quand même pas mal, ce joueur, hein, dans la construction. Il revient beaucoup et il écarte et il joue vraiment pas pour sa gueule. Je trouve que c'est une bonne, il s'est bonne amélioré. pioche. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré sur les duels aériens. Il protège bien son ballon. Et non aériens, voilà. Il protège bien son ballon et il arrive à écarter rapidement et ça, c'est plutôt pas mal. Mais à part ça, il n'a pas montré grand-chose. Hein. Après, dès qu'il a été sollicité, il a essayé de conserver la balle, de dévier. Mais après, il n'est pas en position de tir, malheureusement, pas d'avant-centre. Dans l'Italie, il n'y a pas de centre. Effectivement, il n'est pas servi. Mais voilà, c'est après, ça. à chaque fois, il s'est battu, hein. Franchement, sur le front de l'attaque. Ouais, mais c'est pas suffisant et résultat, dans un match à 6 points, c'est qu'un point. On l'a dit tout à l'heure, c'est un moindre mal, mais c'est point de vue comptabilité des points à domicile. Il y a un hic, quoi. Ne pas faire la différence face au 15e, alors qu'on s'attendait avec le schéma d'Orland faire la différence. Voilà, c'est qu'un seul point avant 2 déplacements à l'extérieur, là où on n'a toujours pas gagné, quoi. Donc ça pose quand même pas mal de soucis comptables. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour une autre question? Bien sûr. En plus, il faut qu'on garde un peu de temps pour manger la galette, hein, ce soir. Hein. On a du travail quand même. Ils sont contents, les auditeurs. Si je l'avais fait, je serais Eric the King. Hey, Eric. Non, on approche de la fin du mercato. Et donc, je voulais avoir votre avis parce que jusqu'à présent, on n'avait eu aucune annonce qui allait vers en recrutement. Au contraire, on a dit on recrute un entraîneur pour développer les joueurs qui sont déjà au club. Et récemment, on a quand même Gazidis qui a dit qu'il allait avoir, pourquoi pas, des opportunités, un mercato, des ajustements. Voilà le mot qu'il a utilisé. Il va y avoir des ajustements au niveau de l'effectif, peut-être juste dans le sens des retours. Donc, je voulais avoir votre avis. Est-ce que vraiment il y a urgence à recruter pour rester en Ligue 1? D'après les dernières infos, il y a un joueur latéral droit serbe qui devrait arriver à l'ASS, qui s'appelle Mimovic, donc 20 ans, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui joue en ce moment même un match de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Donc voilà, on parle d'une somme assez importante, hein, 5,5 millions hors bonus, ça peut monter jusqu'à 8 millions d'euros. Donc mettre le paquet sur un latéral. Après, voilà, on a fait la même chose avec Cornu. Hein. Cornu aussi joue à la Ligue des Champions. Et puis on voit ce que ça donne malheureusement. Donc bon, on va faire confiance aux recruteurs. Donc ce joueur devrait arriver, si on en croit les dernières rumeurs, dans le forêt assez rapidement après avoir joué son match de Ligue des Champions. Après, recrutement, toujours Cardona devant, effectivement. Hein, ça a mis un petit peu de temps à se débloquer avec et l'Espagnol de Barcelone et son club allemand. Après, il y a d'autres pistes également. Au milieu de terrain, on parle également. Mais après, moi j'ai peur qu'on perde Cafaro aussi. Hein. Je pense, parce que là, c'est un peu un désaveu, j'ai dit, le fait qu'il n'ait pas du tout eu de temps de jeu contre Nantes, ça pose question quand même depuis sa sortie à la mi-temps. En plus, quand on sort un joueur à la mi-temps, en général, c'est pas bon signe au Parc des Princes. Donc après, on sait pas tout. Hein, peut-être qu'il y a un manque d'implication, d'investissement de la part de ce garçon. Alors moi, j'aime beaucoup ce joueur, malgré tout. Hein.
Mais voilà, donc je vois un départ de Cafaro. Pour l'instant, il n'y a que le jeune Léry qui est parti, qui a signé à Alcorcon en Espagne. Mais bon, c'est pas un joueur qui jouait avec l'équipe première. Il y avait une piste Santa Maria aussi, le Rennais, dont les Bretons veulent se séparer. Et finalement, il irait plus sur la côte sur la côte d'Azur, plus proche de Nice que de Saint-Etienne, parce que lui, ça ne l'intéresse pas de venir à Saint-Etienne. Ouais, je sais pas si c'était une vraie envie de la part des Stéphanois, ça. Mais parce qu'il faut y apprendre et à laisser dans le mercato. Alors justement, toi qui en plus connais un rayon dans les langues étrangères, est-ce que le fait que l'entraîneur parle anglais, est-ce que certains joueurs, selon toi, peuvent être un petit peu perdus? Je pense j'ai vu une vidéo où je vois Mouefek qui est vraiment perturbé, j'ai l'impression, par ce langage qui lui est totalement étranger, quelqu'un qui n'a pas fait des études. L'anglais, nous on est familier avec l'anglais parce que voilà, mais si tu arrêtes tes études comme certains footballeurs très tôt, l'anglais ça te parle pas forcément. Enfin bref, est-ce que ça peut perturber? Est-ce que ça peut perturber, tu penses, des joueurs comme ça? Ah oui, moi je pense, c'est sûr, surtout qu'à arriver comme ça en plein milieu d'année. Donc après, s'il avait débarqué durant l'été, donc durant la préparation, les joueurs auraient pu avoir le temps de s'adapter. Mais oui, c'est sûr que les consignes données uniquement en anglais, c'est pas évident, même s'il y a un adjoint qui est là pour relayer les propos. Mais oui, tout à fait, ça peut poser problème. Et il y a de plus en plus de joueurs étrangers qui, à mon avis, vont arriver à Saint-Etienne. J'en ai cité un tout à l'heure, donc je pense que voilà, c'est ce qu'on disait en début d'année, avec ce genre d'actionnaires et puis donc nouveau coach désormais. Donc Saint-Etienne va s'internationaliser. Il y aura très peu de joueurs français bientôt dans l'effectif et dans l'heure de départ, à mon avis. Ok. Voilà pour les questions, messieurs. Allez, un bon groupe actuel nantais, ça s'appelle il s'appelle Kokomo et le titre s'intitule On the Run. Le groupe nantais Kokomo, très en vue actuellement, et là c'est un titre qui vient de leur dernier album qui est sorti en 2024, On the Run. Voilà, ça envoie du lourd. Alors effectivement, j'avais plein d'autres groupes nantais que j'aurais pu passer, mais voilà, le fait que c'est tombé là, j'ai pris ça. Alors c'était assez péchu, je vous promets que la prochaine fois, face à Auxerre, on essaiera d'avoir un petit peu plus de calme dans cette émission Coup de tête. C'est l'heure de la page agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. 19e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne retrouvera l'AJ Auxerre ce vendredi. Et la dernière fois que ces Stéphanois se sont rendus à la Baie des Champs, ils avaient subi une cuisante défaite, 5-2. Ces dernières semaines, l'AJ Auxerre piétine après une période faste où ils avaient engrangé quand même pas mal de points. Et l'équipe de Pélissier n'a plus gagné depuis le 24 novembre en Ligue 1. Cela fait 6 matchs sans victoire, 3 nuls, 3 défaites et une élimination à domicile en Coupe de France face à Dunkerque. La dernière contre-performance en date s'est produite ce dimanche sur la pelouse d'Angers. Alors qu'elle maîtrisait plutôt son match, elle a concédé l'ouverture du score sur une tête envoyée sous sa propre barre par Diomandé à 18e sur un corner en faveur du SCO. Et oui, contre son camp, un joli coup de tête. Je ne sais pas si vous avez eu l'image, c'est assez impressionnant. Mais ouais, un très très coup de tête comme on aime, mais dans ses propres cages. Et moins de 5 minutes plus tard, c'est Ocho qui a déséquilibré le Paul, l'Angevin, alors qu'il filait vers le but et sanction immédiate, carton rouge, donc expulsion de l'Auxerrois. Et l'AJA s'est retrouvé menée et réduite à 10 avant même la demi-heure de jeu. Et le défenseur Ocho sera donc suspendu face à Saint-Etienne. Une absence de taille pour Auxerre.
En revanche, Pélissier pourra de nouveau s'appuyer sur Paul Joly, qui était absent ce week-end à Angers, qui revient, et notamment peut-être le défenseur Djoubal en délicatesse avec ses adducteurs. Selon l'équipe, le défenseur effectuera son retour face au Vert vendredi. Donc ça se joue vendredi. Côté stéphanois, eh ben, on l'a dit dans l'émission, Bouchoirie et Mouton seront suspendus. Donc on affaiblit notre milieu de terrain. On imagine que ça va être Amougou, Fomba, puisqu'on a vu Fomba aligné face au Nantais. Et pour terminer sur cette page agenda, il faut savoir que l'arbitre central, ça sera Marc Bollangier. C'est celui qui nous a arbitré justement à Angers lorsqu'on a perdu 4-2 il y a 3 mois. Et le troisième, c'est face à Rennes, le 5-0. Donc les 2 fois, il nous a enflé, le gars. Donc jamais 203. Donc on verra bien. Mais je crains, puisqu'on est toujours très très mal arbitré depuis le début de saison, il faut le dire. Et j'ai parlé tout à l'heure des cartons. Alors c'est sûr qu'on a montré d'énormes faiblesses depuis le début de saison, mais on n'a jamais été aidé par le corps arbitral. Moi, j'ai pas souvenir. Peut-être une fois la VAR qui nous a souri, mais si c'était face à Montpellier où il y a eu 2 refus de pénalty. Voilà, mais c'est tout, quoi. Donc Monsieur Bollinger, moi je le sens pas, quoi. Après le match qu'il nous a fait à Angers, où on était présent avec Eric, il y a plein de décisions qui étaient ubuesques et souvent en notre défaveur. Il nous avait arbitré également l'an passé à QRM, le dernier match. QRM aussi. Et oui, ou une défaite de plus, quoi. Donc voilà, c'est pour dire. Donc voilà pour l'agenda. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Eh bien, très bien. On va tout de suite enchaîner avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Un seul coup de cœur en ce qui me concerne, bien sûr pour le missile de Boaquier, auteur de 3 buts lors de ses 2 derniers matchs dans le Chaudron. A noter que depuis qu'Orneland a pris les rênes de l'équipe, quasiment tous les buts marqués sont très beaux. Donc le second de Boaquier, celui de Stassin contre Reims, le coup franc de Davitashvili au Parc des Princes, et donc celui-là qui permet d'obtenir un point précieux et de rester à égalité avec notre adversaire du jour. Eh bien moi je vais t'emboîter le pas, Marco, puisque j'ai vraiment adoré la prestation de Espali, donc en Coupe de France, et notamment mention complémentaire pour le défenseur Kirk, que j'ai trouvé vraiment d'une maturité face à ces joueurs de PSG, et puis sans complexe. Vraiment j'ai été scotché. Il y a des anciens Stéphanois qui étaient sous la houlette déjà peut-être de l'entraîneur à Saint-Etienne, je pense à Mesabert, et il me semble qu'ils avaient fait en Gambardella, ils faisaient partie de l'aventure lorsqu'ils ont gagné la Gambardella, donc c'est quand même il y a un petit peu de Saint-Etienne à Espali. Il y a Rousset aussi, non ? Ouais, de l'autre côté il y a Allègre, et les 2 latéraux en fait sont d'anciens Stéphanois. Et donc voilà, on a pris énormément de plaisir de voir le pot de terre presque renversé. Ouais, je te rejoins là-dessus, puisque mon coup de cœur, en gros, je l'ai mis, c'est Espali, évidemment. Ils m'ont régalé mercredi dernier, et j'y ai cru jusqu'au bout. Non, ils ont tenu la dragée haute à la meilleure équipe en France. Donc bravo à cette équipe altiligérienne, à son entraîneur, à tous ses joueurs. Bravo, ils nous ont vraiment, vraiment fait plaisir. On enchaîne avec, bien sûr, ce qui nous attend tous, les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors coup de tête pour les Amazones corrigé 0-6 à Fleury, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on ne compte plus les raclés cette saison. Coup de tête pour ce drôle d'après-midi vécu dimanche, un classique du championnat entre 2 clubs sacrés à 18 reprises, devenu un match de mal classé dans un chaudron transformé en glacière dont les copes étaient fermées, même les balcons. Résultat, plus faible affluence de la saison pour recevoir des Canaries jouant en noir. Décidément, tout fout le camp.
Coup de tête pour ce coup d'arrêt inquiétant au classement, sachant qu'une défaite aurait permis aux Nantais de faire le trou. Nous sommes toujours barragistes et loin d'être sauvés. Nous sommes par exemple désormais à 6 points des Angevins. Et puis coup de tête pour les supporters parisiens et lyonnais. Donc les Parisiens qui, après avoir traité les Stéphanois de gueux sur une banderole déployée dimanche dernier au Parc des Princes, n'ont pas eu honte en entonnant mercredi au Michelin « On n'entend plus chanter les paysans » au moment du but du 3-2 inscrit à la 88e minute par le PSG dopé au pétrodollar du Qatar face à Espali, relégable dans sa poule nationale 3, et les Lyonnais, qui dans la nuit de samedi à dimanche sont une nouvelle fois venus à Saint-Etienne pour taguer d'injures les abords du stade Geoffroy Guichard. Ce n'est quand même pas de notre faute si leur équipe s'est fait piteusement sortir de la coupe par leurs voisins de Bourgoin-Jallieu, autre club national 3. Ça, c'était bien envoyé. Moi, j'ai un coup de tête beaucoup moins, on va dire, virulent. C'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'arbitrage. Je comprends pas qu'on puisse mettre que 5 minutes dans une mi-temps où il y a eu, en temps effectif, sur 45 minutes, on a dû jouer 25. Et donc, je sais pas, tu mets le maximum. Alors évidemment, on va pas tomber dans la caricature de la Coupe du Monde où on avait des plus 12, plus 14. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais au moins, tu mets plus 7, plus 8, 5 minutes. Mais c'est dérisoire, c'est risible, quoi. Donc là, c'est la honte. L'arbitrage français, il a envie qu'on les respecte, mais quand ils font des choses comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas. Ils sont indéfendables. Olivier qui s'en prend aux arbitres, c'est bon. Je vous rejoins tous les deux, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Moi, je rajouterais, Olivier, le carton sur l'Arseneur, j'en ai parlé dans l'émission. Et puis Eric, l'écusson de la boutique des Verts, une fois de plus, je crois qu'il y a quelques mois, elle a été taguée par donc une brigade des supporters lyonnais. Bon, voilà, c'est bien triste tout ça. J'ai oublié, je l'avais marqué, je l'ai mis dans le coup de tête, mais j'avais le but de Baswamina, le Clermontois, en coup de cœur, qui est absolument magique. Je vous conseille, chers auditeurs, d'aller voir. C'est une volée acrobatique qui va très très vite. C'était pour le but Clermontois. J'ai cru que t'allais nous la mimer là. Non, je peux pas le faire là. Je vais me claquer. Il y a Bamba qui vient de signer à Clermont. Ouais, j'ai vu ça. Bon, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour revenir analyser le déplacement à Auxerre. Donc c'est vendredi soir à 20h45 sur les ondes de DAZN. Et voilà, d'ici là, bonne semaine, bon week-end, bis à l'œil, à la semaine prochaine et allez les Verts. Ciao. Allez, bonne semaine. Bonne semaine, allez les Verts.